Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan lecture du mois d'octobre. Et alors pour le coup, j'ai vraiment pas mal lu comparé à septembre. Donc on va commencer sans plus tarder. Le tout premier roman, je vais faire très bref parce que j'ai sorti une vidéo spécifiquement pour parler de ce roman. Donc je vous invite vivement à aller voir cette vidéo parce que ça a été un énorme coup de cœur. Je vais vous mettre dans l'un des coins là directement le lien. Mais donc j'ai lu Les Survivants d'Alex Schulman aux éditions 10-18. C'est un roman suédois qu'il faut lire impérativement. Pour vous faire juste un petit résumé, mais mon avis vraiment je vous le donne pas parce qu'il y a cette vidéo que j'ai faite. En gros, on suit trois frères qui, donc au moment présent, puisqu'il y a deux temporalités en réalité, on a en gros le présent et le passé. Mais donc dans le présent, ils vont enterrer leur mère. Enfin, enterrer oui et non, ils vont plus précisément répandre ses cendres justement sur le lac et en fait dans la maison où ils passaient à chaque fois toutes leurs vacances, etc. en famille, quoi, la maison, la résidence secondaire. Sauf que ils ont une histoire un peu particulière dans cette famille. Cette fratrie, par exemple, est un peu divisée parce qu'ils ont une éducation un peu. Enfin, est-ce qu'ils ont réellement reçu une éducation? En fait, c'est ça la question qu'on peut se poser parce que leurs parents étaient un peu démissionnaires. Ils prenaient pas réellement soin de leurs enfants. Ils instauraient aussi un climat un peu de compétition entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, le plus grand frère qui s'appelait Nils, si je me rappelle bien, il le prenait vraiment pour l'enfant le plus intelligent de la famille, celui qui va faire voilà de grandes études, qui va faire quelque chose de vraiment de bien, qui va réussir dans la vie, alors qu'il disait à leurs autres fils, bon vous, voilà quoi, vous n'êtes pas au même niveau que lui, donc bon regardez votre frère réussir et puis voilà quoi, vous êtes un peu des bons à rien. Les parents eux-mêmes voilà qui buvaient un peu de l'alcool, enfin bref. Et puis il y a eu un événement surtout, un événement qui a fait que suite à ça, la famille s'est un peu divisée, puis surtout, on se parle encore moins, parce que de base, pareil, la communication est catastrophique dans cette famille, hein, on ne communique pas. Mais suite à l'événement, et justement le but c'est de comprendre quel est cet événement-là, et donc petit à petit des indices sont plus ou moins dévoilés, même si je vous avoue que moi j'ai vraiment compris que lors de la révélation, c'est-à-dire la toute fin du roman en fait, quel était l'événement. Mais voilà, suite à cet événement, vraiment, on ne se parle plus trop, les frères se sont éloignés entre eux, c'est-à-dire que là, quand on les voit dans le présent, on se rend compte qu'en fait, ils se voient même pas dans la vie de tous les jours, vraiment chacun mène sa vie dans son coin, tout le monde est seul en fait, et surtout ce Benjamin qui est le plus petit des frères, qui vraiment est un être d'une terrible sensibilité, et en fait, on suit voilà, son point de vue à lui, donc dans le présent, donc en tant qu'adulte, et donc on voit comment il a évolué justement depuis toutes ces années et comment là il évolue dans le présent parce qu'en fait cet acte de répandre le sang de leur mère va plus ou moins permettre aux frères de se réunir et d'enfin se parler. Mais aussi on voit donc ce qui se passe dans sa tête quand justement il est petit et c'est bouleversant. Bref, voilà, juste bouleversant. Allez voir ma vidéo, j'en parle beaucoup plus en détail et beaucoup plus clairement, mais énorme coup de cœur. On continue avec ma deuxième lecture, donc en lecture commune avec les mêmes personnes. J'ai lu le dernier tome de Hunger Games de Suzanne Collins, donc en VO, en anglais. Je vais pas forcément trop détailler parce que Hunger Games, bon, tout le monde connaît plus ou moins. Puis là en plus c'est le tome 3, donc bon, si vous avez même pas eu le tome 1, ce sera pas forcément intéressant. Mais dans ce dernier tome, c'est vraiment le dénouement, puisque là on est en plein dans la mise en place en fait de la révolte du peuple et justement le soulèvement, et le but est de renverser Panem et le Capitole, donc notamment le président Snow si je me rappelle bien, je crois oui. Et donc Katniss va être justement le symbole de cette résistance. Alors au début justement elle refuse un peu de l'être et puis elle va se rendre compte que bon elle a pas trop le choix et puis que même si elle veut pas trop l'être, les gens déjà le peuple l'ont associé comme un symbole. Donc elle va finir par accepter cette mission plus ou moins et par donc vraiment faire jouer un grand rôle dans cette résistance là, même si elle va se rendre compte que en fait, et c'est ça justement que j'ai bien aimé dans ce roman, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que au sein même de la résistance, il y a des choses qui ne vont pas, il y a des dysfonctionnements et il y a des enjeux de pouvoir très importants qui font que parfois on se demande si le fonctionnement même de cette résistance qui est donc incarnée par le district 13 qui était soi-disant détruit, hein, puisque c'est comme ça qu'on nous l'a vendu, en fait même là, dans ce fonctionnement-là, il y a des choses, on se dit, mais en fait vous aussi vous faites des choses
moralement très questionnable. Et donc c'est ça que j'ai aimé justement pour donner mon avis sur ce roman, c'est cette dualité en fait entre le bien et le mal. Mais voilà, que ce soit en fait ceux que on nous vend comme les méchants ou ceux qu'on nous prône comme les gentils, en fait non. C'est plus compliqué que ça, c'est-à-dire que le gouvernement lui-même, il y a des choses que peut-être on pourrait comprendre d'une certaine façon dans leurs actes, mais en même temps la résistance, ouais, non, il y a des choses qu'ils font, c'est clairement questionnable, et en fait, on se rend compte que eux-mêmes parfois, ouais, non, ce qu'ils font, c'est clairement de la manipulation et ils font des sacrifices plus que questionnables. C'est comme dans toute guerre, en fait, des deux côtés, il y a des torts, tout simplement. Et donc c'est ça que j'ai aimé. Et il y a aussi tous ces questionnements sur la guerre en elle-même. Est-ce qu'elle peut réellement s'arrêter? Est-ce qu'elle s'arrêtera si justement la résistance gagne? Est-ce que ça y est, tout le monde va être heureux d'un seul coup? Bon, je pense que vous connaissez plus ou moins la réponse. Et puis voilà, est-ce que l'homme est capable en réalité un jour d'être réellement en paix, en fait, de trouver un terrain d'entente qui permette plus ou moins de faire en sorte que tout le monde soit satisfait. Enfin, c'est ça que j'ai aimé, et surtout que à la base, ça vise un public d'ados, mais au final, comme il y a ces questionnements-là quand même assez développés, un adulte peut clairement lire ce roman et vraiment l'apprécier et réfléchir lui-même en même temps sur ces questions. Ensuite, troisième roman que j'ai lu, Space Nova, le tome 2 qui s'intitule La Lune de Cendre. C'est écrit par Elie Barbati, donc c'est de l'auto-édition. Je vous avais déjà parlé du tome 1, donc je vous mettrai dans le coin le lien vers mon avis sur le tome 1 si jamais ça vous intéresse d'aller voir. On se retrouve sur Space Nova, en fait cette fameuse planète qui était en terraformation, qui justement n'était pas achevée. Le but c'était justement de rendre cette planète habitable pour l'homme, et c'était pas encore achevé, sauf que il y a eu le crash de l'Aurore qui fait que donc Loan et ses coéquipiers, mais également les survivants qui s'étaient donc retrouvés sur l'Aurore, se retrouvent maintenant sur cette planète qui donc reste encore très hostile aux humains puisqu'elle n'est pas encore achevée. Et en plus de ça, on se rend compte que bon, il y a d'autres problèmes, il n'y a pas que malheureusement les créatures qui vivent sur la planète, il y a d'autres choses. Et puis surtout, que ne serait-ce que ces créatures-là, c'est déjà très compliqué d'y survivre parce que c'est toute une, une faune et une flore nouvelle à découvrir, puisque certains personnages donc n'y connaissent rien cette planète, et donc ils vont découvrir à leurs dépens comment y survivre. Et là quand même beaucoup plus sur de la SF et de l'action par rapport au tome 1, où le tome 1 j'ai trouvé il y avait beaucoup plus ce côté thriller. Dans le tome 2 j'ai trouvé qu'on l'avait moins. Alors ça m'a pas déplu du tout, au contraire, là justement on était vraiment axé sur voilà, on est sur une nouvelle planète, découverte d'un nouveau système, de nouvelles espèces, quoi. Et puis là, on est beaucoup plus dans l'action parce que les Lost Seekers, qui sont en gros, on va dire, les grands ennemis de l'interprotectorat, qui sont donc en gros, si vous voulez, si je vulgarise, c'est en gros le gouvernement donc qui domine dans la galaxie, on va dire, dans l'univers, et donc dont dépendent notamment Loan et ses coéquipiers. Donc on a d'un côté l'interprotectorat de Lost Seekers qui sont en gros, on va dire, les rebelles. Mais nous, en fait, en tant que lecteurs, on comprend pas tous les enjeux. Et Loan non plus, parce qu'en réalité, c'est des jeunes générations, donc ils n'ont pas connu notamment la guerre du Soleil, qui est une guerre qui a opposé l'interprotectorat à des factions rebelles, y compris donc Lost Seekers. Et donc, Lost Seekers, parce que Lost Seekers, c'est les personnes, mais Lost Seekers, c'est le nom de la faction, en gros. Là, le but de ce tome-là, c'est justement d'un peu plus clarifier justement ce conflit et cette guerre du soleil. On va en apprendre plus, justement, on va avoir notamment des flashbacks donc de cette guerre-là, et puis surtout on va enfin avoir, avec les personnages que l'on suit, des révélations sur pourquoi justement Lost Seekers veut à tout prix détruire l'interprotectorat. Qu'est-ce que c'est que cette histoire que de réécrire l'histoire? Est-ce qu'il y a une machine pour remonter dans le temps ou je ne sais quoi? Voilà, plein de questionnements comme ça auxquels justement on va petit à petit avoir enfin des réponses. Et puis beaucoup de combats, que ce soit donc comme je vous l'ai dit contre les créatures et les espèces qui peuplent
la planète, mais aussi contre, donc forcément vous doutez, les Lost Seekers et ainsi de suite. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce tome parce qu'on ne s'ennuie pas, c'est impossible, parce que quasiment chaque chapitre, il y a un nouveau problème, que ce soit un problème technique, un problème d'ennemi imminent, enfin de danger ou de danger immédiat, il y a tout le temps quelque chose qui ne va pas. Du coup, le seul point négatif que j'aurais à dire par rapport à ça, c'est que justement, je trouve que les personnages, comme dans le tome 1, s'en sortent un peu trop bien. C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils vont jamais mourir. Ouais, mais il y a forcément une solution qui va être trouvée pour empêcher que la personne meure. Et même si vers la fin du tome, cette impression-là a un peu diminué, je la garde quand même assez, cette impression, elle reste assez importante quand même, même si voilà, léger spoil, mais sans mentionner qui c'est, il y a un personnage qui meurt, un personnage que j'aimais beaucoup. Donc ça, je me suis dit, ok, c'est bon, l'auteur, ça y est, il y va, il commence à tuer les personnages importants, quoi. Mais en même temps, pas tant que ça, quoi. Je veux dire, il préserve quand même pas mal, je trouve, nos personnages principaux, je pense, parce que lui-même, il est très attaché. Et en fait, pour un peu mettre en lien avec Hunger Games, ce que j'aime bien, c'est que là, pareil, à nouveau, on a ce truc de oui, mais voilà, tout le monde dit que Lost Sika, c'est les grands méchants, mais est-ce que dans le fond, c'est réellement le cas? Est-ce que l'Interprotectorat n'est pas aussi un peu le méchant dans l'histoire? Voilà, donc c'est ça que j'aime bien, on remet un peu en perspective les choses et on questionne un peu justement les actions de chacun et chacune. Ensuite, j'ai lu toute la suite et la fin de la saga Terrarium. Donc j'ai lu le tome 2, le tome 3 et le tome 4. Je vous avais parlé du tome 1 dans une vidéo, je sais plus laquelle exactement, mais dans tous les cas, pareil, je vais vous mettre un lien là pour vous rediriger vers la vidéo. Pour faire un rapide résumé du contexte de l'histoire, en fait, on est dans un futur très de science-fiction en fait, parce que en gros c'est un monde où en fait les humains et les robots donc vivent plus ou moins ensemble, mais on a un peu, comment dire, on se questionne même sur qu'est-ce que maintenant réellement un homme et qu'est-ce qu'un robot, parce qu'en fait il y a eu un mélange tellement fort entre les hommes et les robots, c'est-à-dire que les humains eux-mêmes sont un peu modifiés, qu'en fait on sait plus réellement qui est humain, qui est robot, parce que voilà, certains humains ils vont porter des reliques sur eux, donc des choses mécaniques qui vont faire que par exemple ils peuvent utiliser leurs bras ou qui réfléchissent différemment. Enfin, en fait, ils ont des parts robotiques en eux, si on peut dire ça comme ça. Et les robots eux-mêmes ont une part d'humain en eux, puisque par exemple, il est possible de mettre une âme, entre guillemets, parce que c'est plus compliqué que ça, dans le corps, dans le mécanisme d'un robot. Donc voilà, il y a un peu ce flou-là. Et puis surtout, en fait, donc il y a eu une guerre. On n'a pas trop de détails sur cette guerre, mais suite à cette guerre, en gros, on a des colonies. Et donc chaque colonie, qui sont un peu dans des sortes d'enclaves, a son propre mode de fonctionnement. Donc certains, par exemple, vont vivre avec, par exemple, une grande forêt. D'autres, au contraire, ça va être une enclave un peu plus de type déchetterie avec que, voilà, des matériaux, donc très pollués, et ainsi de suite. Sauf que ce qui se passe en fait, c'est que l'archéologie, qui est en gros donc le système de ces colonies, est en train de s'effondrer. Et ce qui va se passer, c'est qu'à terme, il n'y aura plus d'électricité, et qui dit plus d'électricité dit en fait la fin de l'humanité, tout simplement. Et donc on a des inspecteurs et des comment dire, des technologues comme justement donc Chico, l'héroïne, qui justement ont pour but de mener l'enquête et d'essayer justement de trouver une solution pour sauver l'archéologie. Et donc dans les tomes suivants, le tome 2, 3 et 4, on commence enfin à avoir des réponses. Parce que le tome 1, je vous l'avais dit de mon avis, il est très contemplatif, il se passe pas grand chose. Donc j'avais bien aimé, mais sans plus. J'avais un peu peur pour la suite. Et là, pour le coup, je suis contente parce que le tome 2, 3 et 4 sont quand même beaucoup moins contemplatifs. On a beaucoup plus d'infos qui sont données, d'explications. On a aussi un peu plus d'action. Et j'ai beaucoup plus aimé, même si je vous avoue que je suis pas sûre d'avoir tout compris. Parce que surtout vers la fin, en fait, d'un seul coup, on nous balance un peu tout à la figure. Je pense que l'auteur aurait pu encore ajouter un tome pour un peu plus diluer les informations et mieux guider le lecteur, on va dire. J'ai l'impression qu'en fait, ça a été un peu bâclé dans le sens fallait tout terminer en un tome, quoi. Et donc,
on envoie tout. Voilà, parce qu'en fait, il y a tous ces questionnements sur qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce qu'un robot, qu'est-ce que l'humanité. Et en fait, bon, quand on a les révélations, on se dit, ok, donc du coup, qui est humain, qui est robot? Enfin, donc je vais pas en dire plus pour pas vous spoiler, mais voilà, c'est un peu le bordel. Mais j'ai quand même beaucoup aimé, et puis c'est que l'auteur arrive très bien à nous faire à faire qu'on s'attache aux robots. Limite, on s'attache plus aux robots qu'aux humains, et donc c'est bien réussi de la part de l'auteur. Mais j'ai adoré surtout parce qu'enfin j'ai eu des réponses à tout ce que je voulais. C'est-à-dire que tous les points sur lesquels je me questionnais où j'étais pas sûre d'avoir compris, l'auteur nous dit ok, maintenant on avance dans l'histoire, je vais tout expliquer. Et quand elle explique, quand même ça fait sens, notamment Pino, qui est le robot qui suit Chico, qui est soi-disant son frère. On se dit mais est-ce que du coup il y a un humain dans le robot? Est-ce que son frère est mort et donc Pino c'est un faux frère qu'elle s'invente? Enfin, on se pose plein de questions. Et tout ça, on va enfin savoir et on va enfin comprendre. En tout cas, le manga reste quand même très beau, c'est très contemplatif par moments, puisqu'on a voilà ces grands paysages qui se montrent à nous. Ça fait quand même énormément penser, toujours, hein, même dans cet homme-là, au jeu vidéo Nier Automata. Clairement. Enfin, moi, je trouve que ce soit les dessins ou les styles de paysages, ça y fait beaucoup penser. Non, franchement, j'ai bien aimé au final. Même si je vous avoue que je pense qu'il faudrait que je relise, surtout peut-être le dernier tome, pour vraiment être sûre d'avoir bien tout compris. Parce que il y a quand même beaucoup d'éléments. Et puis par exemple, si je compare avec Space Nova, le lore est pas forcément aussi bien expliqué. C'est-à-dire que parfois on nous donne des termes, voilà, des éléments comme ça, un peu nouveaux, sans forcément expliciter. Et donc c'est un peu plus compliqué de réellement assimiler. Et c'est parti pour le tout dernier roman que j'ai lu en lecture commune. J'ai lu, donc en français ce serait la traduction Les Portes Perdues, c'est aux éditions Pygmalion d'ailleurs si je dis pas de bêtises. C'est écrit par Shinan Maguire, bon en anglais c'est Every Heart a Doorway, mais voilà, c'est un petit bouquin, c'est de la saga Wayward Children si je prononce un peu à la française. J'ai adoré ce premier tome, je vais clairement lire la suite. J'ai déjà le tome 2 dans ma palle, donc ça c'est cool. Bon, j'ai pas les autres tomes suivants et je les trouve nulle part d'occasion, donc ça veut dire qu'il va falloir les acheter neufs. Ça va faire mal, surtout que certains, même neufs, sont quasiment introuvables. De quoi parle ce roman? On est sur de la dark fantasy déjà, faut le savoir. Si vous aimez la fantasy mais que vous aimez pas quand il y a du sang, passez. Ne restez pas là, ça ne sert à rien. Ce n'est pas fait pour vous. C'est pas gore. Mais il y a quand même quelques scènes qui sont dures, et où il y a quand même un peu de sang. Voilà. On est sur de la dark fantasy, je dirais même qu'on est sur un thriller parce que on va avoir une série de meurtres et donc une enquête. On va essayer de trouver qui tue les personnes. Donc pour moi c'est un peu aussi un thriller parce qu'il y a de la tension tout le long, c'est captivant. Voilà. Donc je dirais dark fantasy et thriller. Mais donc pour le résumer, en fait on est donc dans notre monde à nous. Jusque-là tout va bien. Mais pourquoi c'est de la fantasy? Parce qu'en fait, il existe des mondes parallèles, plus ou moins, en fait, des mondes imaginaires, auxquels on peut accéder à travers des portes. Alors ça peut être soit une porte réelle, qui se matérialise, mais ça peut aussi être une boîte, enfin ça peut être, en fait, ça peut être différents portails, c'est des portails, tout simplement. Et ces mondes imaginaires sont complètement différents donc de ce que nous on connaît sur Terre. Mais surtout, ces mondes imaginaires en eux-mêmes divergent énormément. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans le royaume des morts, où justement Nancy, l'une des héroïnes, est allée. Et puis, on peut avoir le royaume des arcs-en-ciel, où il y a des arcs-en-ciel de partout, des couleurs de partout, voilà, où c'est pas en noir et blanc. Et où voilà, les licornes existent, les fées, etc. Mais ça peut être horrible comme système, hein. Ça peut être un peu à Alice au Pays des Merveilles où il va y avoir une reine tyrannique qui tue les gens pour le moindre truc. Mais voilà, en fait, chaque monde a ses propres règles, son propre fonctionnement. Et donc, en fait, certains enfants ont accès à ces mondes imaginaires. Donc Nancy a eu accès au royaume des morts, par exemple. Et en fait, pareil, le temps là-bas n'est pas le même que sur Terre. C'est-à-dire que quand Nancy est partie là-bas, elle a eu l'impression, si je me rappelle bien, d'être restée mais pendant des années limite, en tout cas très longtemps. Et en fait, par rapport au monde réel sur Terre, je crois que ça correspondait que à plusieurs jours.
Sauf que, en fait, n'importe qui se retrouve dans ce monde imaginaire est changé à tout jamais. Parce qu'en fait, ces mondes imaginaires sont très attirants. Et en fait, on veut à tout prix y retourner. On se dit, mais en fait, ça c'est chez moi. En fait, c'est que les enfants qui se retrouvent là-bas se sentent chez eux. Et donc, quand ils se retrouvent à nouveau sur Terre, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'en général, ils se font expulser, soit parce qu'ils ont enfreint une règle, ou soit parce que, au final, on se rend compte que ce sont des pauvres humains et donc ils se font expulser. Bref, quand ils se retrouvent donc à nouveau chez eux, enfin dans leur vrai chez eux techniquement, ils supportent pas, ils veulent à tout prix retourner. Et donc, ce qui se passe en fait, c'est que les parents finissent par les envoyer dans une école privée qui est gérée par une femme qui s'appelle Eleanor. Et en fait, c'est pas une école comme les autres, et les parents même ne le savent pas, mais c'est en fait une école pour ces enfants-là spécifiquement. Dans cette école, il n'y a que des enfants qui ont voyagé dans ces mondes imaginaires. Et le but de cette école est de permettre à ces enfants-là de se réadapter donc au monde réel, et surtout à contrôler leur pulsion et leur envie de retourner là-bas, en fait réussir à faire leur deuil de ces mondes imaginaires. Donc Nancy va se retrouver dans cette école, sauf que très rapidement suite à son arrivée, une série de meurtres va s'enchaîner. Donc forcément certaines personnes vont penser que c'est elle, en plus elle vient du royaume des morts, donc ils vont se dire mais clairement c'est la folle qui vient de là-bas qui est en train de tuer tout le monde. On va aussi soupçonner d'autres personnages qu'on va rencontrer, que je vais pas vous présenter parce que sinon ça va être trop long. Mais voilà, le problème c'est que ça met en danger l'école, puisque si ça continue, l'école va devoir fermer. Sauf que Eleanor ne veut surtout pas laisser tous ces enfants-là à la merci, et puis surtout elle veut les protéger. Enfin bref, donc toute une enquête va être menée. On est sur de la dark fantasy. Donc on n'a pas de la romance particulièrement, voire même pas du tout. On n'essaie pas de caser un personnage avec un autre. Et puis même en fait le fait qu'il y ait cette infinité d'univers, je trouve ça mais tellement intéressant, parce qu'il y a tellement de choses à exploiter, et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de tomes d'ailleurs, parce que en fait l'auteur pourrait limite écrire des centaines de tomes quoi, parce qu'il y a tellement de choses à exploiter. Donc déjà ça pour donc l'aspect fantasy qui m'intéresse donc à fond, et j'ai super hâte de découvrir les autres mondes, parce que clairement c'est pas un spoil, mais on se doute bien que dans les tomes prochains on va voyager, je pense, dans un, voire plusieurs mondes, hein, clairement. Et puis ensuite, les personnages, je les trouve très attachants. Même certains qui pourraient paraître un peu, méchants, ou en tout cas agaçants. Au final, on se rend compte que souvent, ce ne sont que des apparences, que quelque chose se cache derrière tout ça. Mais même, je les trouve très bien développés. Chacun a sa propre personnalité, son propre style, et donc vraiment, ils se dissocient bien les uns des autres. Et puis voilà, ils prennent cher, hein. L'auteur ne se retient pas, quoi. Donc ça aussi, c'est ça qui fait que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est assez rare, franchement, les bouquins où les personnages souffrent, voire meurent, ou voilà, je veux dire, les 3/4 du temps, ils sont vachement préservés, ou alors oui, ils ont un problème, mais très vite, on va le régler, ils vont avoir la meilleure fin possible. Là, non, il y en a, ils ont la pire fin possible, clairement. Donc c'est sûr, c'est douloureux quand on s'y est attaché, mais en même temps, vous savez quoi, j'aime ça, parce qu'au moins, c'est une expérience un peu unique et qui change quoi de ce qu'on peut lire d'habitude. Mais non, franchement, j'ai beaucoup aimé. La plume, le style est relativement simple. Après, moi, je l'ai lu en VO, donc je sais pas ce que c'est dans la traduction en français. Mais justement, au moins, ça percute bien et on va droit au but surtout. C'est surtout ça que j'aime bien avec l'auteur, c'est qu'on va droit au but. On perd pas de notre temps, quoi. C'est-à-dire que le roman est court, et donc on pourrait craindre qu'il se passe pas grand-chose, et en fait, il se passe plein de choses. Autant au début, ça met un tout petit peu de temps à s'installer pour bien justement qu'on comprenne l'histoire, qu'on s'imprègne un peu justement de ces questions de monde imaginaire, etc. Mais en réalité, sur ces même pas 200 pages, il y a beaucoup d'événements quand même. C'est donc la fin de mon bilan lecture du mois d'octobre. J'espère que la vidéo vous aura plu, que certaines lectures vous tenteront également. Et puis, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu justement certains de ces romans, ou si vous comptez les lire. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.